Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Nous sommes tous responsables de la paix civile et de la coexistence au Liban. Une déclaration de Fayez Saïed, le chef du secrétariat général du 14 mars en déplacement à Tripoli, la capitale du Nord-Liban. À l'occasion de l'Aïd el-Adha, plusieurs organisations caritatives et humanitaires se sont mobilisées pour venir en aide à près de 600 familles syriennes. Ces images ont été tournées dans le Akkar, c'est au nord du Liban. Près de 70 nouveaux groupes rebelles du sud de la Syrie font défection. Ils dénoncent l'échec des groupes politiques qui le représentent. Et à suivre également dans ce journal, aux États-Unis, le temps presse. Ce mercredi est l'ultime jour avant un éventuel défaut de paiement. Républicains et démocrates ne sont toujours pas parvenus à se mettre d'accord pour relever le plafond de la dette. Nous sommes tous responsables de la paix civile et de la coexistence au Liban. Une déclaration de Fayez Saïed, le chef du secrétariat général du 14 mars, en déplacement à Tripoli, la capitale du Nord-Liban. Une visite au cours de laquelle la délégation du 14 mars est entretenue avec plusieurs personnalités de la ville, notamment l'ancien chef des forces de sécurité intérieure, Ashraf Rifi, et le mufti Malek El-Shahar, de retour au Liban après un exil de 7 mois en France pour des raisons sécuritaires. Les affrontements confessionnels liés au conflit syrien ont fait des centaines de morts et de blessés à Tripoli ces derniers mois. Un double attentat en août dernier devant 2 mosquées de la ville avait fait 45 morts et plus de 300 blessés. Nous sommes venus pour nous exprimer au nom du 14 mars, toute appartenance politique et confessionnelle confondue. Nous apportons notre soutien aux habitants de Tripoli et du Nord-Liban. Ce qui apporte atteinte à Tripoli porte atteinte à tout le Liban. Les propos que vous avez tenus hier dans votre prêche ont retenu notre attention. En dépit des poursuites judiciaires engagées contre des accusés appartenant à une certaine confession, vous n'avez pas fait d'amalgame. C'est une grande prise de position morale et nationale qui devrait empêcher tout affrontement confessionnel dans la ville. J'espère que nous allons pouvoir unifier nos discours afin de consolider l'unité du pays, et non seulement celle de Tripoli. Mais je souhaite que Tripoli soit l'élément déclencheur de ce processus d'unification et la pierre angulaire de la paix civile au Liban. Ensuite, notre devoir national est de faire du Liban un pilier de la paix internationale. Ainsi, le Liban ne sera plus uniquement un pays, mais un pays message, comme l'a affirmé le pape Jean-Paul II. Le vice-président du Conseil supérieur chiite, Cheikh Abdelhamid Kabalan, a appelé l'État à retirer toutes les armes illégales des mains de tous les citoyens. Dans son prêche à l'occasion de l'Aïd el-Adha, la fête du sacrifice, Kabalan a estimé que la protection du pays passe par les bonnes actions et non pas par les armes. Il a aussi appelé à s'éloigner de la violence et à ne pas s'engager sur des voies obscures. Et toujours à l'occasion de l'Aïd el-Adha, plusieurs personnalités politiques et diplomatiques et un grand nombre de délégations populaires se sont recueillies en prière sur les tombes de l'ancien chef de gouvernement Rafik Hariri et de ses compagnons et sur celle de l'ancien chef du renseignement, le général Wissam el-Hassan. C'est près de la mosquée El-Amin au centre-ville. Toujours à l'occasion de l'Aïd el-Adha, plusieurs organisations caritatives et humanitaires se sont mobilisées pour venir en aide à près de 600 familles syriennes. Ces images ont été tournées, vous allez le voir, dans le Akkar, c'est au nord du Liban, une région qui enregistre l'une des plus fortes concentrations de réfugiés. La plupart vivent dans des conditions très précaires, sans nourriture. Selon l'ONU, le Liban accueillerait plus de la moitié des 2,5 millions de réfugiés syriens qui ont fui le conflit depuis 2011. Maintenant, des centaines de milliers de fidèles musulmans effectuent ce mercredi pour la 2e journée consécutive le rituel de lapidation de Satan à Mina, près de la Mecque, dernière étape du Hajj annuel. Hommes, femmes et enfants venant de 188 pays, en plus de l'Arabie Saoudite, jetaient des cailloux en direction de 3 stèles représentant Satan, selon la tradition musulmane. Le rituel a commencé mardi, au premier jour de l'Aïd el-Adha, la fête du sacrifice, célébrée par les musulmans à travers le monde. Le Hajj, plus grand pèlerinage annuel au monde, est l'un des 5 piliers de l'islam que tout fidèle est censé accomplir au moins une fois dans sa vie, s'il en a les moyens.
Plusieurs milliers de chrétiens syriens ont demandé la nationalité russe comme protection contre la violence des rebelles en Syrie. Une annonce faite ce mercredi par le ministère russe des Affaires étrangères qui cite une demande rédigée par environ 50 000 personnes, des médecins, ingénieurs, avocats et hommes d'affaires chrétiens, syriens pour la plupart. Dans ce document transmis aux autorités russes par des canaux diplomatiques, ces chrétiens accusent les rebelles qu'ils qualifient de terroristes soutenus par l'Occident de vouloir mettre fin à leur présence en Syrie, et ce par les méthodes les plus atroces, y compris par des meurtres féroces de civils. Ces chrétiens estiment par ailleurs que personne ne protège leurs intérêts mieux que la Russie. Et en Syrie, au moins 41 combattants ont péri au cours des dernières heures dans des affrontements entre Kurdes d'une part et djihadistes et rebelles islamistes d'autre part. C'est dans la province de Hasaka, au nord-ouest du pays. Les combats ont opposé notamment les combattants de l'État islamique en Irak et au Levant et le Front al-Nosra, deux groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda, aux combattants kurdes dans plusieurs villages de cette province pétrolière. Et plus de 70 groupes rebelles du sud de la Syrie ont fait défection. Ils s'ajoutent à la dizaine de groupes qui avaient rejeté l'autorité de la coalition en septembre. Ils dénoncent l'échec des groupes politiques qui représentent l'opposition syrienne. La coalition, basée à l'étranger où elle représente l'opposition, est de plus en plus décrédibilisée sur le terrain. Son incapacité à procurer notamment des armes et de l'aide humanitaire exaspère les combattants rebelles et les militants de l'opposition depuis maintenant plusieurs mois. Restez des nôtres au retour de la pause. L'Iran et le Royaume-Uni ont décidé de nommer des chargés d'affaires d'ici 2 semaines. Le retour sur le plateau de l'info, l'Iran et le Royaume-Uni ont décidé de nommer des chargés d'affaires d'ici 2 semaines. Une décision prise lors d'une rencontre entre les deux vice-ministres des Affaires étrangères à Genève en marge des négociations sur le nucléaire iranien. Londres avait fermé son ambassade à Téhéran après la mise à sac du bâtiment fin 2011 par des miliciens islamistes. L'ambassade d'Iran à Londres avait également été fermée. Par ailleurs, sachez que l'Iran serait prêt à accepter des visites inopinées de ces sites nucléaires, ce que la République islamique refusait jusqu'à présent. C'est l'annonce forte ce matin d'un membre de la délégation iranienne à Genève. Cependant, hormis cette information, la proposition de sortie de crise présentée hier par les Iraniens reste bien secrète. Alexeï Navalny, l'opposant numéro 1 au régime russe, comparaissait ce mercredi devant la justice. Reconnu coupable comme en première instance de corruption, le célèbre blogueur a échappé cette fois-ci à la prison. Navalny était jugé pour une affaire de détournement de fonds dans le secteur forestier. Une affaire montée de toutes pièces selon lui et destinée à l'éloigner de la vie politique. En 2011-2012, une vague de contestation avait en effet vu cet orateur charismatique s'imposer comme le leader le plus déterminé de l'opposition libérale en Russie. À l'époque, Alexeï Navalny s'était vivement engagé dans les manifestations contre Vladimir Poutine. En juillet dernier, il avait été interpellé par la police après un meeting de campagne pour les élections municipales. 2 mois plus tard, il arrivait 2e lors du scrutin à Moscou, derrière un fidèle du Kremlin. Aux Philippines, au lendemain du séisme, le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Selon un bilan toujours provisoire, plus de 144 personnes auraient été tuées. 3 îles de l'archipel ont particulièrement souffert, Cebu, Sikijor et Bohol. Des zones parfois difficiles d'accès où les habitants attendent l'arrivée des secours. Plus de 800 répliques ont été enregistrées depuis le tremblement de terre. Un séisme de magnitude 7,1 sur l'échelle ouverte de Richter. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, au Japon, le typhon Wifa a fait au dernier bilan 14 morts. Une 50aine d'habitants sont également portés disparus. Le pays reste en état d'alerte. Les regards se tournent vers la centrale de Fukushima où l'on redoute un déversement massif d'eau contaminée dans l'océan Pacifique. À Tokyo, près de 500 vols ont été annulés. Le trafic ferroviaire est paralysé. Le métro s'est lui transformé en pataugeoire. Les enseignants du secteur public ne désarment pas au Brésil alors que les autorités menacent de licencier 400 profs pour absence injustifiée. Ces enseignants qui gagnent en moyenne 8 € l'heure ont à nouveau défilé dans les rues de Rio et de Sao Paulo. La mobilisation fait le jeu des plus radicaux. Les Black Blocs, un groupe anarchiste, s'est de nouveau opposé à la police à l'issue du défilé des enseignants. Aux États-Unis, le temps presse. Ce mercredi est l'ultime jour avant un éventuel défaut de paiement. Républicains et démocrates
ne sont toujours pas parvenus à se mettre d'accord pour relever le plafond de la dette. L'agence de notation Fitch a même placé hier soir la dette souveraine américaine sous surveillance négative, même si Washington conserve son triple A. Aujourd'hui, 842 millions de personnes souffrent de la faim et plus de 3 millions d'enfants en meurent chaque année dans le monde. À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, ce mercredi, Action contre la faim publie un rapport intitulé « Semer les graines d'une bonne nutrition ». Un texte qui plaide pour une meilleure prise en compte de la nutrition par ses acteurs comme les agriculteurs ou encore les travaux du Comité sur la sécurité alimentaire. En cette Journée mondiale de l'alimentation, je salue tous ceux qui œuvrent pour éradiquer la faim. N'oubliez pas que la santé et l'alimentation sont liées. Je vous remercie. Et à présent, direction l'Éthiopie où un programme nutritionnel permet aux enfants de rester solides et en bonne santé et d'assurer la résilience des familles. C'est le jour de la pesée pour les enfants de ce village du sud de l'Éthiopie. Une fois par mois, un dépistage de la malnutrition est organisé pour les enfants âgés de 2 ans ou moins. Ce dépistage fait partie du programme de nutrition communautaire du gouvernement éthiopien, soutenu par l'UNICEF et l'Union européenne. Il vise à détecter les signes précoces de la malnutrition et à éduquer les familles sur sa prévention. Le programme implique toute la communauté qui se réunit régulièrement pour évaluer la santé des enfants. Je suis très contente de l'état des enfants qui sont venus aujourd'hui. Le programme affiche des résultats. Au cours des 3 derniers mois, le taux de malnutrition a chuté de 20% dans cette région et le taux de malnutrition sévère est passé de 5% à environ 1%. De par le passé, les activités qui étaient mises en œuvre portaient en grande partie sur le traitement de la malnutrition. Les enfants étaient traités après qu'ils soient tombés malades. Le programme actuel met l'accent sur la prévention pour les enfants avant qu'ils ne tombent malades, avant qu'ils ne souffrent de malnutrition. Les visites à domicile font partie du travail de Witnesh. Aujourd'hui, elle rend visite à Koumete Alaro, grand-mère d'une petite fille qu'elle a traitée pour malnutrition sévère il y a 1 an. Avant, nous vendions notre lait et notre beurre sur le marché. Nous avions l'habitude de vendre le lait et le beurre parce que nous ne connaissions pas leur importance. Maintenant, nous les gardons pour nourrir les enfants et ils en profitent. Des améliorations en ce qui concerne l'approvisionnement en eau, l'hygiène et l'assainissement contribuent aussi au bien-être des familles. Dehors, les voisins se rassemblent dans une ambiance festive. C'est une communauté où il n'y a pas très longtemps, on trouvait toujours des enfants sévèrement malnutris. Le fait que tous les enfants sont aujourd'hui en bonne santé porte à réjouissance. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Nous sommes tous responsables de la paix civile et de la coexistence au Liban. Une déclaration de Fadel Saed, le chef du secrétariat général du 14 mars en déplacement à Tripoli, la capitale du Nord-Liban. À l'occasion de l'Aïd el-Adha, plusieurs organisations caritatives et humanitaires se sont mobilisées pour venir en aide à près de 600 familles syriennes. Et ces images ont été tournées dans le Akkar, c'est au nord du Liban. Près de 70 nouveaux groupes rebelles du sud de la Syrie font défection. Ils dénoncent l'échec des groupes politiques qui les représentent. Et aux États-Unis, le temps presse. Ce mercredi est l'ultime jour avant un éventuel défaut de paiement républicain. Et républicains et démocrates ne sont toujours pas parvenus à se mettre d'accord pour relever le plafond de la dette. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain.